Voilà, c'est un plaisir énorme de vous retrouver comme d'habitude pour les comptes de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Le Rendez-vous de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un habitué de cette émission. Il s'agit bien sûr du professeur Mpoy Kamoulaï Tchamanyangala, qui est fondateur de l'ASBEL RAREC, comprenez, Rassemblement des acteurs pour la renaissance du Congo. Voilà, nous sommes déjà à la fin de l'année, c'est opportun de dresser les bilans, comment est-ce que l'année 2023 s'est déroulée en termes d'activité et pourquoi pas autre chose. Le RAREC était à pied d'œuvre à tel point que nous avons même organisé une émission avec les experts membres de cette ASBEL pour en savoir plus sur comment procéder pour que notre pays, la République démocratique du Congo, qui fasse beau vivre, qu'on parle de bonnes choses, qu'il y ait des avancées en termes du changement pour l'intérêt de la population. Les élections pointent à l'horizon. Le RAREC n'a fait que parler des élections, de bonnes élections. C'est le souhait ardent du RAREC que le Congolais puisse opérer un choix judiciaire et que la CENI aussi organise de bonnes élections. Raison pour laquelle sur ce plateau, nous allons une fois de plus nous échanger avec le professeur Mpoy Kamoulaï Tchamanyangala, cette fois-ci pour dresser les bilans de RAREC. Professeur, bonsoir. Bonsoir madame. En forme? Très en forme. Voilà, vous êtes là, comme je l'ai signifié. Aujourd'hui, c'est une émission bilan. Il y a exactement 8 ans que RAREC existe. Est-ce que vous pouvez rappeler la mission et les objectifs fondamentaux de cet ASBEL? Merci beaucoup madame. C'est encore un plaisir renouvelé de me retrouver sur le plateau de madame Bitsosa. Merci. 8 ans depuis que RAREC existe. La mission principale de RAREC, c'est d'éveiller la conscience de nos compatriotes sur notre existence en tant que nation. Nous sommes devenus indépendants le 30 juin 1960. Ça fait exactement 63 ans aujourd'hui. Et où en sommes-nous? Nous sommes partis de la colonie la plus avancée d'Afrique noire pour être aujourd'hui parmi les pays les moins avancés, les 11 pays les plus pauvres de la planète. Nous devons prendre conscience de cette réalité. Voilà la mission principale de RAREC, c'est de nous faire prendre conscience que si nous avons régressé d'une manière aussi phénoménale, qui en est le premier comptable. Et le premier comptable, à RAREC, nous sommes foncièrement convaincus que c'est nous-mêmes d'abord et avant tout. Donc c'est cette prise de conscience qui est la mission fondamentale, la mission première de RAREC. Les objectifs fondamentaux. Pour réaliser que nous sommes une nation, il faut prendre la pleine mesure de ce que c'est qu'une nation. D'autant plus que notre pays est composé de 450 ethnies différentes au bas mot, et je ne compte pas les races, parce que aujourd'hui il est de bon ton pour certains de parler de père et de mère pour signifier que ne peut être congolais que quelqu'un dont la peau ressemble à la mienne. Mais ce n'est pas vrai du tout. Les races qui composent l'humanité, ou si on les compte par la couleur de la peau, il y a les blancs, généralement ils s'appellent des caucasiens, ils ont la peau, on dit blanc, mais ce n'est pas la couleur blanche comme serait ce mouchoir de poche. Ils ont une couleur, mais pour les besoins de la cause, on les appelle les blancs. Il y a les jaunes, pour les besoins de la cause, on les appelle les Chinois ou les Asiatiques. Il y a les bruns, qui sont généralement tous ceux qui sont en Amérique latine, et les Indiens. Parmi les Indiens, il y en a de toutes les couleurs. Donc, la couleur de la peau ne fait pas
l'homme et la couleur de la peau n'est pas uniforme. Donc pour nous, à Rarek, nous voulons prendre conscience que toute personne qui vit au Congo, toute personne qui a choisi de faire sa vie au Congo, cette personne est congolaise et nous devons l'accepter comme telle. Et vous placez quel mot par rapport à la préoccupation relative à la double nationalité? On sait que cette préoccupation fait couler beaucoup d'encre dans notre pays. Alors la nationalité, vous savez, on parle de double nationalité parce que c'est un concept juridique, mais on ne parle jamais de double tribu, par exemple. Et pourtant, lorsque vous vivez avant la colonisation, ou même tout au long de la colonisation, lorsque vous étiez un locuteur de la langue, lorsque vous étiez un locuteur une de nos 4 langues dites nationales, ces langues étaient d'abord, ou sont principalement, des langues tribales. Mais lorsque votre père parle le Kikongo ou parle le Tchoulouba, et que votre mère, c'est l'inverse, elle parle le Kikongo, est-ce que vous êtes un bitribal? Donc cette notion de double nationalité, à Rarek, nous voulons vraiment dire que c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Nous sommes tous des humains, nous appartenons, la nationalité vient de nation, la nation vient de pays. Donc la notion de nationalité, ce n'est pas une nation inhérente à l'individu. On prend la nationalité où on a la nationalité généralement de là où l'on est né, de là où l'on vit, et cette nationalité, selon les principes juridiques, est transmise principalement de 2 manières. Et la proposition de loi ou la loi Noël Tchani vous inspire quoi? Où il parle de père et de mère ne peuvent travailler dans des postes régaliens, exercer certaines fonctions en République démocratique du Congo que des Congolais de père et de mère. Je trouve que c'est une vaste, une vaste duperie. Parce que nos compatriotes se sont laissés entraîner dans cette, excusez-moi le mot, fumisterie. Personne d'entre nous n'a choisi ni son père ni sa mère. Les enfants, quand ils naissent, n'ont pas choisi le lieu de leur naissance. Ainsi donc, par exemple, pour ne parler que de moi-même, je suis né au Kasaï. À l'époque, c'était un seul Kasaï. Aujourd'hui, il y a 5 pratiquement provinces au sein de Kasaï. Et donc, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de dire sur ce plateau qu'à ma naissance, à 10 ans, lorsque l'indépendance est arrivée, ma mère, dont les parents étaient à Kananga, ou à Ndemba plus précisément, s'est trouvée forcée de venir avec mon père dans le village qui n'était même pas le village natal de mon père, mais le village natal de son arrière-grand-père. Donc voyez-vous, moi je suis véritablement peiné de constater que nous perdons du temps et de l'énergie à parler des problèmes qui ne nous avancent à rien. Et je suis d'autant plus peiné que j'ai eu l'avantage de vivre dans plus d'un pays, en particulier et particulièrement aux États-Unis, où l'on trouve les ressortissants de quasiment toute la terre. J'ai des enfants qui sont eux-mêmes nés là-bas et qui sont américains et qui, un jour, qui sait, l'un d'entre eux pourrait devenir même président des États-Unis à la manière de Barack Obama. Donc cette discussion, et j'espère que après le 20 décembre, ça mourra de sa belle mort, et que au contraire nous devons aller vers
faire en sorte que ce pays devienne un peu comme les États-Unis. C'est bien possible. Nous devrions avoir ici une population composée quasiment de toutes les races du monde. Voilà, parce que vous parlez des objectifs fondamentaux du RAREC, c'est comme si vous n'avez pas fini de faire allusion à ça. Je vous prie alors de continuer. On sait que cette année 2023, RAREC a brillé par l'organisation de conférences annuelles. Vous étiez à votre 8e conférence annuelle, si je bonne mémoire, et c'est un peu de rappeler la quintessence de chaque conférence, ainsi de suite, et comment est-ce que la population a pu capitaliser sur toutes ces formations bénéfiques, impérieuses pour le changement de notre République démocratique du Congo. Très bien, madame. L'objectif fondamental de RAREC, c'est d'éduquer. Comme je l'ai dit, notre mission d'éveiller, et l'éveil se fait à travers l'éducation et principalement l'éducation sur les droits fondamentaux de citoyens. Les 30, je n'ai pas amené ma constitution avec moi, mais les 30 premiers articles de notre Constitution sont une reconduction des droits fondamentaux de l'homme. Les politiciens ont davantage mis l'accent sur le droit d'assembler, le droit d'expression, les libertés de manifestation, etc. Mais il y a plus fondamental que ça. D'abord, c'est le droit d'être une personne, le droit lié à la personne. Toute personne née, et l'article 1er de notre institution parle de l'état de droit. Et donc, dans un état de droit, il y a des droits et il y a des obligations. Alors, le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à l'égalité, le droit d'accès à l'éducation, le droit d'accès sans aucune discrimination à l'exercice de n'importe quelle fonction publique. Tous ces droits-là, ce sont des droits que notre peuple considère, ou que ceux qui nous dirigent considèrent comme des cadeaux que les gouvernants accordent à notre peuple. La mission principale de RAREC, c'est d'amener la majorité de notre population à comprendre que les gouvernants ne sont pas là pour faire des cadeaux à la population qu'ils gouvernent. Qu'au contraire, la population a le droit d'exiger que ses dirigeants soient comptables envers le peuple de devoirs et des obligations qui leur incombent de faire. Donc voilà la mission ou l'objectif fondamental de RAREC, c'est de contribuer à faire que nous prenions, que nous connaissions ces droits. C'est pour ça que le moyen, l'instrument que nous utilisons pour véhiculer, je dirais peut-être le terme qui peut paraître choquant quand on n'est pas habitué, c'est vulgariser, c'est-à-dire rendre ces droits à la portée d'être compris et d'être exigés par chaque citoyen. Merci professeur, le message est passé, mais parlez-nous un peu du régime Tshisekedi, ce régime qui est fait mandat. Vous dressez quel bilan du régime de Fachi, et puis on le sait que lui-même, chef de l'État, ne le cesse de dire dans son bilan, dans ses discours bilan, qu'il reste beaucoup à faire. L'essentiel a été fait, mais il reste beaucoup à faire. Vous personnellement, comme cerveau moteur de RAREC, vous dressez quel bilan de ce régime fait mandat? Je sais que vous aimez beaucoup. J'avais compris que nous parlions ici du bilan de RAREC et pas du bilan de ce gouvernement auquel... moi, je ne fais pas partie de ce gouvernement. Je suis comme tout citoyen congolais.
je vis et je ne peux que parler de ce que je vis, et je pense que je l'ai déjà dit à maintes reprises, que de un, dans 9 jours, notre peuple va se prononcer sur la manière dont nous avons été gouvernés au cours de ces 5 dernières années. Je vous ai, si j'ai bien compris votre question, vous avez parlé du gouvernement Tshisekedi. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Par rapport à... Alors, j'essaie un peu de reformuler ma question. Oui. Nous sommes presque à la fin de l'année 2023. On sait qu'il y a beaucoup de défis qui restent à relever sur le plan de l'économie, sur le plan social. Donc il y a des défis sociaux, culturels, il y a des défis infrastructurels, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez placer un mot par rapport à comment faire pour relever ces défis? Merci. Heureusement que vous avez reformulé votre question, parce que si vous parlez de la manière dont nous avons été gouvernés, je répondrai d'abord en disant que le cadre institutionnel, l'architecture institutionnelle de notre pays, telle qu'elle est établie par la Constitution, rend comptable de 4 principales institutions gouvernementales. Le président de la République, le gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux. Alors je peux évaluer rapidement les performances de chacune de ces institutions. En ce qui concerne le président, je me faire remarquer que la Constitution accorde des fonctions et des attributions spécifiques au président de la République. Et ces attributions font du président de la République quasiment un roi. C'est-à-dire, il règne, mais il ne gouverne pas. Le gouvernement, l'action gouvernementale, incombe au gouvernement, qui est défini comme tel par la Constitution. Le chef du gouvernement est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est comptable de l'action gouvernementale, et c'est donc lui. Et vous lui donnez quel code Samalou Condé? Laissez-moi d'abord expliquer ça. Et que, en tant que Premier ministre, il conduit la politique du gouvernement à travers les différents ministres qui sont chacun comptables du ministère qui lui est confié. Et le Parlement, dont la mission principale... légiférer les lois et surveiller les gouvernements. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, et enfin, les cours et tribunaux, dont la mission... dire le droit. Rendre la justice. Rendre la justice. Alors, sur tous ces aspects, je dirais que ces 5 pouvoirs étaient à la hauteur. Les 4. Alors, je dirais que, en tant que citoyen, et le peuple répondra dans 9 jours, ont-ils été à la hauteur? Je dirais qu'en tel que moi je vis, non. C'est une faillite totale. Totale. Pas partielle. Non, je dis totale. Et pourquoi totale? Explicité? Alors, je vais expliciter avec ma situation personnelle. Je suis professeur d'université. J'ai touché un salaire de 3 millions de francs. Il valait, il y a quelques années, où quand il a été porté à sa valeur, qui a apparu une valeur importante à la population, à $2000. En 2012, il était équivalent à $2000. Au jour d'aujourd'hui, il est équivalent à $1150. Donc vous imaginez bien que
de point de vue du citoyen congolais que je suis, et qui suis parmi les citoyens les mieux rémunérés de ce pays, je ne suis pas à l'aise, donc ma situation s'est détériorée au lieu de ça. Parler de la justice, alors, du pouvoir judiciaire, parce qu'il y a eu beaucoup de réformes dans ce sens, et puis quand même beaucoup de verdicts aussi pendant de ces procès, de certains procès. Nous avons vu plus d'un incivique être sanctionné, subir la rigueur de la loi. Là, quand même, il y a salué. Bah, ça, c'est ce que vous dites, mais moi, je m'en voudrais de ne pas reprendre les propres mots du président de la République. Les prisons, les CPRK est envahi par... Non, les propres mots du président de la République. Il a parlé dans son discours à l'état de la nation. Qu'est-ce qu'il a dit de la justice? Allez. Donc, si le président de la République, est-ce que moi je peux dire mieux que lui? Non seulement, oui, je pourrais dire mieux que lui parce que je suis avocat. Et donc, c'est mon métier de comparaître devant les juges tous les jours. Et je sais que... Et les défis économiques, comment le relever? La RDC doit produire. Vous parlez de la refondation de l'État, une république de valeurs, ainsi de suite, faire de la RDC un Eldorado où il fait beau vivre, ainsi de suite. Parlez-nous un peu de l'économie qui est au rabais. On sait que, pour ce qui concerne que la ville de Kinshasa, les dirigeants ne font que se préoccuper de leurs intérêts personnels, mais on parle de la population. Le taux de change inquiète plus d'un Congolais. Le dollar aujourd'hui est en valeur plus que le franc congolais. Donc il y a inflation et consort. Comment faire pour relever les défis économiques à notre République démocratique? Avant de parler de l'économie et de tout ce qui paraît complexe, j'aimerais parler, parce que vous évoquez le cas de Kinshasa. Et ce que je veux dire a trait à l'économie, parce que quand vous devez circuler, quand vous devez... J'enseigne à l'université de Kinshasa et j'habite du côté de GB. Pour partir l'autre jour, j'ai passé 4 heures sur la route. 4 heures à ne rien faire, 4 heures à vider pratiquement la moitié de mon réservoir, parce que lorsque... Donc vous voyez comment... des choses simples. Les embouteillages monstres. Et pourtant, le trafic, la gestion de trafic est une activité très simple. J'ai vécu au Nigeria, Lagos, qui est une ville très engorgée. J'ai travaillé sur le Caire en Égypte. Donc je cite là les deux principales grandes villes, mégapoles de l'Afrique. On ne connaît pas cette situation ici. Alors pourquoi est-ce que ici, chez nous, pour faire un moindre déplacement, ça devient toute une bataille? Tout simplement parce que ceux qui gèrent la ville, parce que vous parlez de la ville de Kinshasa, sont incompétents. C'est une question de compétence pure et simple. Le jour où on aura non seulement, je dirais, à la tête de ce pays, mais parlons de la tête de la ville, un gouverneur compétent, des bourgmestres compétents, ce qu'elle est à travers la ville de Kinshasa. La gestion de ressources intérieures et extérieures devait se faire comment, par exemple, pour capitaliser tout ça et remonter la pente économique? D'abord, la première... là, nous sommes déjà en 2024. Tout ça, là, c'est pour permettre au chef de l'État qui sera élu de capitaliser ça, d'intérioriser ça, et pourquoi pas appliquer ça pour le succès de son mandat. Vous dites au chef d'État qui sera élu, je vous ai fait observer que d'après notre constitution, ce n'est pas le chef d'État qui gouverne. Et donc, lorsque on les entend, quand j'entends, quand je suis la campagne électorale, je dis, mais notre peuple est tellement pris pour un peuple... C'est lui qui va nommer le chef du gouvernement, donc il va lui transmettre tout ça. Non, mais la pour question le succès de son la question, gouvernement. vous savez, je vais comparer. Je ne sais pas combien de gens, j'avouerai moi-même que je ne sais plus, je ne sais pas au jour d'aujourd'hui qui est le président de la République fédérale d'Allemagne.
je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes, si je vais consulter, je saurai. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire d'emblée qui est le président de l'État d'Israël. Je ne peux pas vous dire qui est le président de l'Italie. Alors, tout le monde sait qui est le président français et qui est le président des États-Unis. Mais les régimes sont différents. Et donc, ici chez nous, nous avons un régime qui est semblable à celui de l'Allemagne, par exemple, mais tout le monde a les yeux braqués sur le président de la République. Donc, le défi que nous avons au terme des élections qui vont avoir lieu, si elles ont lieu le 20 décembre, c'est précisément de redéfinir ce. Ou bien nous comprenons que notre peuple veut que nous soyons un régime présidentiel, alors il faut changer la Constitution. Mais nous ne pouvons pas vivre dans cet imbroglio où le peuple pense autre chose, les dirigeants se comportent autrement, en violation parfaite, totale et constante de la Constitution. Donc voilà le premier défi. Et tant qu'on n'aura pas relevé ce défi, tout le reste est secondaire. Maintenant, nous parlons, vous avez évoqué la gestion des ressources. Vous savez que notre pays est un pays dans lequel la corruption est endémique. La corruption est devenue la... Pourquoi y a-t-il 26 candidats présidentiels? Vous me direz, oui, mais vous-même, vous avez voulu être candidat. Si on avait accepté votre candidature, il y en aurait 25. Alors, la raison pour laquelle moi, j'ai voulu être candidat, c'est pour changer cette donne. Parce que tous les autres candidats veulent continuer à faire comme ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire devenir président pour se servir plutôt que pour servir notre peuple. Eh bien, tant que nous continuons à fonctionner sous ce mode... Non, mais excusez-moi, professeur, de vous interrompre. Moi, oui. Je pense que je m'inscris un peu en faux parce que moi, je lis sur les affiches de Moïse Katumbi, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut me voter pour aussi ça passe in Congo. Donc, je me dis, il prend les changements. Sur les affiches de numéro 20, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il parle de « Donnez-moi encore la chance de continuer, d'achever mes idées ». Il y a la candidate Joëlle Billet pour une république de valeurs, combattre les anti-valeurs. Il y a Marie-Josée Foucault qui parle de convaincre, changer la donne, changer tout, s'il y a moyen même de restreindre les institutions et tout ce qui échappe au trésor public seront bien gérés et ça va permettre, ne fût-ce que payer comme il se doit les fonctionnaires, entre autres les professeurs d'université. Les candidats, n'est-ce pas, certains d'entre eux sont animés de cette bonne foi de changer, comme vous le souhaitez aussi. Bien que la Cour constitutionnelle n'a pas voulu accepter votre candidature qui a été rejetée, ainsi de suite, à cause de la fameuse caution, mais nous espérons que ça ira. Bien, alors vous m'avez récité les slogans de ce candidat. Moi, je ne parle pas de slogans. Parmi leurs slogans, vous en avez entendu un seul qui dit qu'il faut changer la Constitution? Alors, chacun peut dire ce qu'il dit parce qu'on prend notre peuple pour... Un président peut tout promettre. On nous a promis depuis 1960, on nous a promis monts et merveilles. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, vous avez très bien fait d'énumérer tous ces slogans. Mais le professeur Mpoi Kamulaï, quand il a voulu être président, et indépendamment de cela, c'est que nous continuons à faire un RAREC pour que notre pays aille de l'avant, pour le redresser et le transformer en Eldorado africain. Professeur. Nous devons passer par une reconstitution, on parle de la refondation de l'État, vous me direz oui, mais refonder l'État signifie quoi? Signifie d'abord remettre complètement les compteurs à zéro.
Et pour remettre les compteurs à zéro, nous devons, en tant que peuple, nous retrouver pour redéfinir les bases de notre vie en commun. Cela passe par une refonte totale de la Constitution actuelle. À ma connaissance, je ne suis conscient, je ne connais aucun des candidats présidentiels qui nous propose cela. Voilà, merci, nous allons y revenir. Vous êtes professeur Mpoe Kamulaï Chamanyangala, vous êtes visionnaire, cerveau moteur de RAREC, Rassemblement des acteurs pour la renaissance du Congo. Quelles leçons vous tirez-vous personnellement du fonctionnement de notre République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à maintenant? Merci, je pense que j'avais déjà évoqué ça un peu, mais c'est que... Un peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle est la leçon que vous tirez? Un peu de mots. Un peu de mots, je constate simplement, comme j'ai dit déjà, nous étions la colonie la plus avancée de l'Afrique noire. Nous sommes aujourd'hui parmi les 11 pays les plus pauvres de la planète. Ça, c'est un peu de mots. Si je peux expliciter davantage, qu'est-ce que cela veut dire? Le 1er juillet, à la date du 1er juillet 1960, ou avant le 30 juin 1960, nous étions l'envie de toute l'Afrique. Les pays qui sont aujourd'hui à la pointe de l'Afrique, je cite l'Afrique du Sud, suivi par le Nigeria et ensuite par l'Angola, étaient loin à la queue du peloton, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Afrique. L'Angola voisine est devenue indépendante 15 ans après le Congo. L'Angola qui nous promet de nous envoyer des avions en vue d'assurer le déploiement des kits électoraux. Ça devrait nous faire honte. Mais non seulement elle nous promet d'envoyer des avions, mais elle est venue, c'est elle qui a accompagné l'AFDEL pour venir chasser Mobutu. C'est elle qui, en août 1998, est venue à la rescousse pour empêcher que le Rwanda, dont on nous parle aujourd'hui... L'Angola a toujours eu une armée forte depuis. Depuis quand je dis que l'Angola était loin derrière le Congo, nous les Congolais, Savimbi, Roberto Holden, c'était des rebelles combattant le régime du MPLA quand l'Angola est devenue indépendante. Ils étaient abrités ici. Et qui a mis exactement notre pays à genoux? Et le gouvernement de 2024 aura quand même du pain sur la planche à relever les défis, mettre fin à la guerre de l'Est, ainsi que changer ne fût-ce que le social des Congolais. Qui a mis notre jeune pays à genoux? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que vous avez souvent l'habitude de le dire, il n'y a pas de changement, le pays va tout droit vers un mur. J'aime beaucoup répéter l'expression de Joseph de Maistre, qui a dit que toute nation, il ne parlait pas du Congo, hein, toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Et donc, la première chose, comme j'ai dit, c'est ça notre cheval de bataille à RAREC. Nous devons d'abord prendre conscience que c'est nous-mêmes qui sommes comptables de notre propre malheur et de notre misère. Je relisais encore l'exhortation du feu cardinal Malula. L'exhortation qu'il nous a adressée aux diocésains de cette archidiocèse de Kinshasa le 22 mars 1965. On était en période électorale comme aujourd'hui. Et dans de sa mission prophétique d'évêque, il nous a interpellés et il nous a exhortés à bien choisir. J'ai encore relu, et j'ai relu avant de venir à cette émission, chaque mot, exactement chaque mot prononcé par le cardinal Malula,
est d'actualité aujourd'hui. Et donc, si nos parents, parce qu'en 1965, je n'étais pas encore en âge de voter, mais si nos parents avaient fait le bon choix, s'ils avaient suivi le conseil de l'archevêque métropolitain de Kinshasa de l'époque, et les archevêques qui ont suivi continuent à répéter exactement la même chose. Si nos parents avaient suivi ce conseil, il n'y aurait pas eu de coup d'État militaire le 24 novembre, parce que ce conseil était donné en mars. Les élections avaient eu lieu. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre exactement la même chose. Et je pourrais dire, à la suite de Jules César, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc aujourd'hui, nous refusons d'écouter ce que nos prélats nous disent aujourd'hui. J'ai entendu, j'ai lu parce que je n'ai pas suivi moi-même, on a dit que l'évêque de Goma n'a pas mâché ses mots dans ce qui concerne cette élection. Et donc, pourquoi sommes-nous obnubilés à tel point que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes nous-mêmes les fossoyeurs de notre République? Professeur, est-ce que vous pouvez me répondre à ces trois petites questions? Ouais. La République démocratique du Congo, la RDC, d'où venons-nous? Où nous en sommes et où allons-nous? Ok. Je pensais, quand vous dites la République démocratique du Congo, je pense que vous voulez dire le Congo, la RDC aujourd'hui en tant que pays. D'où venons-nous en tant que pays, en tant que peuple? Où sommes-nous aujourd'hui et où devons-nous être demain? Est-ce que j'ai bien rephrasé votre question? Voilà, c'est bien ça. Ok. Alors, avant 1885, il n'y avait pas un pays d'une superficie de 2 345 409 km² appelé Congo. Ça n'existait tout simplement pas. C'est à partir du 26 février 1885, excusez-moi, que un fameux Léopold II réussit à se faire attribuer cette vaste territoire qu'il a appelé à l'époque l'État indépendant du Congo. Pendant ce temps-là, les 26 premières années de cette occupation et je dis bien de l'occupation, parce que ce n'était pas la colonie. Et nous avons connu les affres de la misère la plus noire à travers le monde. De 1908 à 1960, en 52 ans, sous la conduite des gouvernants belges, blancs, je devrais dire, sous la conduite de l'homme blanc, nous sommes devenus la colonie la plus avancée d'Afrique noire. En 63 ans d'indépendance, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, un pays qui compte parmi les plus pauvres de la planète. Où devons-nous être demain? Transformer, redresser ce pays et le transformer en Eldorado. Comment est-ce que nous allons le faire? Un, par la prise de conscience. Deux, par nous doter des dirigeants qui, à la manière que le cardinal Malula disait déjà en 1960, sont des personnes compétentes, des personnes crédibles, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui ont des valeurs. Nous n'avons strictement pas ces personnes-là aujourd'hui. Et c'est ce défi que nous devons relever. Et quand nous aurons relevé ce défi, ces personnes, ces nouveaux dirigeants, agiront avec nous aujourd'hui comme les dirigeants belges avaient fait de 1908 à 1960. C'est-à-dire qu'en peu de temps que nous ne osons réaliser maintenant,
Lorsque nous aurons nous-mêmes choisi des dirigeants qu'il nous faut, ce pays fera des miracles, ce pays redeviendra l'envie du reste de l'Afrique et du monde comme c'était le cas en 1960. Pourquoi est-ce que je dis ça? Transformer le Congo en Eldorado africain, c'est d'abord nous amener à nous accepter les uns les autres tels que nous sommes. C'est-à-dire il n'y aura plus de place dans notre pays pour le tribalisme. Il n'y aura pas de place dans notre pays pour dire tel est nègre, tel est blanc, tel est jaune, tel est rouge. Tout cela est possible. Mais pour que nous y arrivions, il faut que nous prenions le courage de reconnaître tout simplement avec courage que tous les dirigeants, mais je dis absolument tous, sans aucune exception, tous les dirigeants que nous avons eus depuis 1960, le 1er juillet 1960 jusqu'à aujourd'hui, sont chacun comptables de notre faillite. La Commission électorale nationale indépendante CENI signe et persiste que les élections se tiendront bel et bien à la dite date. Et selon vous, qu'adviendra la République démocratique du Congo si la CENI n'arrivait pas à relever ces défis? Bon, d'abord, je suis étonné que par la position de la CENI, nous sommes à 9 jours des élections. Et ça me rappelle vivement ce qui s'est passé avec les Jeux de la francophonie. On a entendu la même rengaine. Ah oui, tout se fera, tout se passera bien, n'ayez crainte, nous sommes en train et nous aurons les Jeux les plus réussis de toute l'histoire de la francophonie. Et oui, bien sûr, il y a eu le spectacle. J'étais moi-même au stade et j'ai admiré le spectacle. Mais ce n'était que cela, un spectacle. Et après, bon, vous voyez, vous avez entendu les membres du gouvernement eux-mêmes, ce que le ministre des Finances lui-même a dit en ce qui concerne. Donc on ne gouverne pas de cette manière. Aujourd'hui, nous devions savoir avec certitude que tout est fin prêt, pas que nous serons prêts. Et donc, la première chose, c'est que, oui, c'est une grande hypothèse, le doute persiste et les magiciens de la CENI arriveront peut-être à nous faire tenir ces élections, mais pour quel résultat? Et alors, c'est pour ça que je nous ai dit qu'au lendemain de ces élections, même si elles étaient réalisées, si elles sont réalisées, les couacs sont inévitables parce que lorsque vous faites les choses dans la précipitation, vous pouvez toujours, il peut toujours y avoir des ratés. Mais, je répondrai à la question en disant, je nous mets en garde contre ce qui est arrivé en 1965. Et donc, ce n'est pas suffisant de dire nous aurons les élections le 20. Ces élections telles qu'elles sont conduites, une élection à un seul tour, avec 26 candidats. Le vainqueur n'aura jamais. Ça, c'est une vérité mathématique. Voilà, professeur, nous sommes presque à la fin, excusez-moi de vous interrompre. Rarek Sinasbel qui prône la transformation de notre pays en Eldorado africain. Est-il possible d'atteindre ces objectifs aussi longtemps que Rarek refuse de se muer en parti politique? Et sous question, est-ce qu'aujourd'hui, vous, Rarek, vous faites confiance à la Belgique qui est pays colonisateur? Vous avez 1 minute pour répondre à cette question parce qu'on a épuisé toutes les minutes. Non, mais je ne vois pas ce que la Belgique vient faire ici. Moi, je n'ai rien à voir avec la Belgique. Alors, répondant à la question de pourquoi pas... Mais je crois que... Avec plus d'Asbel, mais oui, un parti politique. Non, mais... Belle question, malheureusement, elle vient à la fin de l'émission. Nous avons 910 partis politiques. 911e parti politique va ajouter quoi? Alors, regardez que la politique ici est devenue. Est-ce que nous avons 910 équipes de football? Est-ce que nous avons 910 orchestres?
comment est-ce que nous ne trouvons pas choquant? Comment est-ce que nous n'arrivons pas à nous poser cette question fondamentale? Que n'importe quel individu se lève aujourd'hui, réunit sa femme et ses enfants et quelques amis, parce que un dictateur qui est au sommet de l'État lui donne l'argent et dit « créer un parti politique ». C'est ce que Mobutu a fait littéralement en 1990, et c'est ce que tous ceux dirigeants continuent à faire aujourd'hui. Lorsque ceux qui se retrouvent dans ce que nous prenons auront pris conscience, si on doit faire un parti politique, ce ne sera pas Mpoye Kamalaï qui crée un parti politique, ça sera ceux qui suivent l'idéologie de Harek, voilà, qui iront et qui diront maintenant voici notre idéologie pour transformer notre pays en Eldorado. C'est votre mot de la fin, message particulier, là vous avez 5 secondes. Ok, très bien, le mot de la fin c'est celui-là. Un parti politique, le professeur Mpoye Kamalaï ne se lèvera jamais pour dire voici le parti créé par le professeur Mpoye Kamalaï. Un parti, lorsqu'il aura besoin de rallier tous ceux qui veulent transformer le Congo en Eldorado africain, alors il y aura une idéologie et ceux qui se rallient à cette idéologie pourront alors ensemble créer un parti politique. Vous avez pris l'émission en cours, ne vous en faites pas, la rediffusion c'est demain à 13h heure de Kinshasa. Bonsoir à vous téléspectateurs et merci une fois de plus de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Nous vous retrouverons très prochainement pour un autre numéro de votre émission Le Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et chacun.